Deuxième partie, alors, je vous rappelle que nous avons abordé dans une séance précédente la question du bilan de cette guerre avec des chiffres que Evelyne, toujours à ma gauche, elle choisit toujours la même place, et puis Jérôme, toi aussi d'ailleurs, toujours la même place. Jérôme, notre historien et guide d'Israël, eh bien, nous avons abordé cette question de bilan de la guerre, et puis cette question posée. Est-ce que on peut même imaginer un cessez-le-feu possible? Et on a essayé de répondre à ce moment-là, donc, sur les questions plus globales et plus chiffrées à ces questions posées. Alors, cette deuxième partie, bien, on va se tourner vers celui qui, comme un metteur en scène de théâtre, sait très très bien planter le décor. Nous allons parler de Gaza. Toujours de Gaza, mais cette fois-ci sur ce format décor, ce format où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé. Et de quoi on parle quand on parle de la bande de Gaza, toujours dans cette démarche de Hasbara, on va essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible de quoi on parle quand on parle de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un territoire qui fait 365 km², donc c'est un tout petit territoire, 2,5 millions d'habitants, et qui a des frontières avec deux pays. Restez assis, puisque on ne parle en général que de la frontière avec Israël et du fameux blocus israélien sur la bande de Gaza. Il y a une deuxième frontière au sud avec l'Égypte qui fait près de 11 km de long. La Méditerranée est à l'ouest, le Negev au nord-est et à l'est. La bande de Gaza a été gérée historiquement comme quasiment tout le territoire par l'Empire ottoman pendant près de 400 ans. Entre 1517 et 1917, les choses vont changer avec la Première Guerre mondiale. Les Anglais qui vont remonter depuis l'Égypte et en passant par Gaza vont se battre contre les Ottomans, vont récupérer d'un point de vue militaire le territoire. Il faut rappeler que juste avant, en 1906, va être déterminée officiellement la frontière sud d'Israël avec l'Égypte et que déjà, cette ligne de frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte va être marquée à ce moment-là. Après la partie militaire, on a la partie diplomatique, les accords de San Remo, le découpage du pays et la bande de Gaza devient partie intégrante de la Palestine mandataire gérée par les Anglais. Vote de l'ONU, le fameux plan de partage du 29 novembre 1947, la bande de Gaza est censée être attribuée au futur État arabe. On rappelle que ce plan de partage a été refusé par les Arabes et n'a jamais été mis en application. À l'issue de la guerre, la bande de Gaza est prise par l'Égypte. Mais contrairement à la Judée-Samarie qui va être prise par la Jordanie, et les habitants de cette région on va leur attribuer la citoyenneté jordanienne, ça ne sera pas le cas avec la bande de Gaza qui restera un territoire au statut juridique plus complexe, en tout cas avec une liberté de circulation limitée, d'autant qu'à cette période-là, on a énormément de réfugiés palestiniens qui vont arriver dans la bande de Gaza. Maintenant, d'un point de vue plus historique, on a eu une présence juive dans la bande de Gaza. Jusqu'en 1929, on avait une cinquantaine de familles qui étaient installées dans la bande de Gaza et qui ont dû partir après les pogroms arabes qui a eu lieu à ce moment-là. Depuis David Ameller, depuis le roi David qui aura gagné cette partie-là, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui aura gagné cette partie-là lors d'une guerre, d'une conquête, eh bien, il y aura toujours eu une présence juive à Gaza. D'autant plus importante à l'époque byzantine avec plusieurs synagogues dont on a retrouvé les vestiges. Suite à la guerre d'indépendance, la Ligue arabe va créer un gouvernement pseudo-fantoche qu'on appelle le gouvernement pan-palestinien. En fait, c'est l'Égypte qui prend toutes les décisions. Jusqu'en 1967, à l'exception d'une période de quelques mois pendant la crise de Suez entre fin 56 et 57,
où Israël récupère le contrôle d'une partie de la bande de Gaza, mais il faut attendre la guerre des 6 jours, juin 67, pour qu'Israël fasse la conquête de cette région, qui va passer sous contrôle israélien, et c'est à ce moment-là que vont se développer ce qu'on appelle les implantations du Gush Katif. Il faut parler des accords de 1979, accord de paix avec l'Égypte, premier pays qui reconnaît l'existence d'Israël, mais qui refuse la prise en charge de la bande de Gaza qui va rester sous contrôle israélien. Suite aux accords d'Oslo en 1993, il était prévu le don de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Je le précise, il n'y a pas de restitution, l'autorité palestinienne n'a jamais eu la gestion de ce territoire, donc le don de ce territoire à l'autorité palestinienne, ce qui va amener Ariel Sharon en 2005 à l'évacuation du fameux Gush Katif, une dizaine d'implantations qui vont être évacuées. On parle de plus de 8000 Israéliens. La bande de Gaza désormais gérée par l'autorité palestinienne qui perd les élections. Le Hamas prend le pouvoir, fait une purge qui fait des centaines de morts parmi les leaders politiques, administratifs et policiers de l'autorité palestinienne, bande de Gaza qui depuis est sous le contrôle du Hamas. Et qui d'ailleurs, pratiquement le lendemain de ce coup d'État du Hamas à Gaza, on va avoir les premières roquettes qui vont s'abattre sur le ciel israélien. Donc le ton est donné et finalement, pour reprendre un mot célèbre d'un monsieur qui a été à la tête de l'autorité palestinienne, eh bien, c'est presque dire que les accords d'Oslo sont caducs, puisque il y avait dans les accords d'Oslo, il y avait cette non-belligérance qui avait été effectivement inscrite, actée. Il ne devait plus y avoir de belligérance donc palestinienne, sauf que le Hamas avait une toute autre idée. Vas-y, Jérôme. Ah oui, alors j'allais préciser qu'on voit sur la carte que vous voyez maintenant à l'écran les points de passage entre Israël et la bande de Gaza. La population palestinienne jusqu'au 7 octobre avait, dans des cas particuliers, l'autorisation de rentrer en territoire israélien, soit pour y travailler, soit pour s'y faire soigner, que par ces points de passage, on a également des marchandises qui pouvaient entrer et sortir. C'est notamment ce qu'on a depuis plusieurs semaines avec ces camions d'aide humanitaire qui rentrent dans la bande de Gaza. Et on a au sud, ce dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, la fameuse route de Philadelphie ou corridor de Philadelphie, qui est cet espace de 11 kilomètres qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte et qui, depuis les accords de paix de 1979, était sous un contrôle policier égyptien qui ont eu jusqu'à 750 policiers qui étaient s'assurer de contrôler cette zone et d'éviter le passage de marchandises entre l'Égypte et la bande de Gaza. Là, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que on nous parle toujours du blocus israélien, tu le disais d'emblée, et jamais du blocus égyptien. Comme on n'a jamais parlé non plus que pendant l'annexion égyptienne de la bande de Gaza, des rébellions spectaculaires là aussi ont eu lieu, et que la répression a été comme celle du Hamas. Hyper sanglante, c'est-à-dire que c'est des blindés qui ont envoyé, qui roulaient sur la population qui voulait se rebeller contre l'occupation égyptienne. Eh bien, la réponse a été, et puis on n'a pas entendu à ce moment-là de protestation, manifestation. Tout comme en 2005, il y a quand même très peu de gens qui s'accordent aujourd'hui à dire ou à croire qu'en 2005, nous avons fait don, comme tu dis, de cette bande de Gaza, où on a délogé, et je me souviens des images, elles étaient terribles, où on a délogé des Israéliens qui y vivaient, qui avaient leur maison, qui avaient leur travail. C'était un très bel espace vert, d'ailleurs, dans mes souvenirs. On a délogé ces gens-là de chez eux pour pouvoir donner, je dirais, les clés de Gaza à l'autorité palestinienne. Ça a énormément marqué la société israélienne avec cette idée
de cadeaux qu'on faisait aux Palestiniens et les roquettes sont tombées 2-3 semaines C'est ça. après À la fin du le mois de départ juin. des derniers Israéliens. Alors, D'ailleurs, en parlant de roquettes, je vais en arriver quand même au Gaza d'aujourd'hui, puisque finalement, c'est ce qui nous préoccupe tous au quotidien, j'ai envie de dire, puisque Gaza aujourd'hui, c'est 36 000 terroristes, 30 000 Hamas, 6 000 djihad islamiques. C'est, que je dise pas n'importe quoi, c'est je crois, plus de 14 000 roquettes, dont 9 000 sont tombées sur Israël depuis le début de la guerre, dont 9 300 qui viendraient uniquement de la bande de Gaza. Ça, il nous donne quand même du fil à retordre. il nous donne du fil à retordre et puis en même temps, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'amertume, peut-être d'abord, pour certains peut-être, mais aussi de la colère. Vous savez que par exemple à Gaza, c'est pas un hasard si on faisait travailler des ouvriers de Gaza dans le pourtour des moshavim et kibbutzim du pourtour de Gaza, parce que du temps de la présence juive à Gaza, c'est là-bas que on avait inauguré cette fameuse agriculture hors sol, qui va effectivement donner à l'agriculture aujourd'hui ses plus beaux fruits. Il y avait effectivement, tu l'as dit très justement, du verre à Gaza, grâce à la présence juive en Israël. Et ça nous rappelle d'ailleurs, tu faisais tout à l'heure un retour sur l'histoire. Alors maintenant, question se pose, le Gaza de demain. Quelles sont les différentes options à Gaza? La guerre va se terminer, c'est une question de semaines, peut-être de mois. Quels sont les différents plans pour Gaza? Présence israélienne, autorité palestinienne renouvelée, force internationale, pays arabes, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario pour le Gaza de demain? Mais il y a quelque chose sur tout ce que tu aurais dit précédemment qui est sûr. Ça sera pas l'Égypte. L'Égypte a déjà dit, par la voix du maréchal Al-Sisi, qu'elle ne veut pas avoir à gérer Gaza. Elle est même réticente à vouloir participer à quoi que ce soit qui aurait à devoir mettre le pied dans Gaza. Je vous rappelle quand même que l'Égypte, qui certes a contrôlé, entre guillemets, avec ses policiers, bizarrement, avec les tunnels en dessous, l'axe Philadelphie, eh bien, avait nettoyé sur plus de 30 kilomètres entre Gaza et finalement ce qu'il considérait être la bande de sécurité avant l'Égypte officielle, avait nettoyé de tous ses habitants pour éviter la moindre invasion. Quand tu dis nettoyer, ça veut dire qu'ils ont dégagé Dégagé, de manière expulsé. très claire, ils ont expulsé des habitants en bordure de la bande de Gaza pour éviter des infiltrations, des échanges et tout ce qu'on peut imaginer. Et des Bédouins qui vivaient effectivement dans cette partie-là et qui ont été repoussés dans le Sinaï le plus extrême, à l'extrême du Sinaï, et qui effectivement se sont retrouvés loin de leur lieu, même s'ils sont normalement nomades, mais il n'empêche qu'on sait aussi qu'ils sont parfois sédentarisés, eh bien ils ont été nettoyés, expulsés. Donc il y a, c'est sûr, un acteur qui ne sera pas dans l'histoire, c'est l'Égypte. Evelyne, tu avais une question et moi j'avais un commentaire sur l'Égypte. En fait, c'est pas tellement une question, c'est que ce que je veux dire, c'est que si on se réfère au plan Biden, enfin le plan Biden, j'appelle le plan Biden, la proposition de cessez-le-feu qui a été présentée par Joe Biden vendredi dernier, mais qui à l'origine serait une proposition israélienne. Je vous rappelle que dans la phase 2 de ce plan, a priori, toute force militaire israélienne devra sortir de Gaza. Donc c'est pas l'Égypte, mais c'est pas Israël non plus. Qu'est-ce qui nous reste? Alors d'abord, pour dire la vérité... Alors, excuse-moi, juste avant qu'on rentre là-dedans, je voulais préciser une chose, tu me confirmeras cette information. Depuis plus d'une dizaine d'années, à la demande de l'Égypte, l'aviation israélienne mène des raids dans la péninsule du Sinaï contre des djihadistes qui sont installés là-bas.
Et ce serait une des explications pour lesquelles l'Égypte ne veut pas avoir la gestion et à mettre un pied dans la bande de Gaza, parce qu'ils ont déjà d'énormes problèmes sécuritaires, ils ont déjà leurs djihadistes, ils veulent pas s'en rajouter. Et c'est bien que tu le dises parce que ça éclaire ce que nous avions dit dans une première séance sur la nécessité de parler, d'oser parler de la complexité du sujet. C'est-à-dire que les Israéliens étant, entre guillemets, de proximité, de renseignement et d'intervention avec l'Égypte, de la même façon, c'est très difficile pour les Israéliens d'avoir les coups des franches pour rentrer dans l'axe de Philadelphie et dire à partir d'aujourd'hui il y aura que nous et juste nous. C'est très difficile parce qu'avec l'Égypte on doit effectivement gérer des relations qui sont absolument vitales sur le plan du renseignement et des interventions vitales pour l'État d'Israël. Donc parenthèse, ça n'a jamais été remis en cause. Oui. Même quand Absolument. Les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas remis en cause cet accord de paix. 3 ans après cet accord, guerre du Liban, Israël encercle Beyrouth, pays arabe. Même à ce moment-là, on n'a pas remis en cause cet accord de paix. C'est dire à quel point il est fondamental, aussi bien pour Israël que pour l'Égypte, très clairement parce qu'il y a le soutien américain sur lequel l'Égypte a besoin. D'ailleurs, on a bien vu, il y a quelques semaines, peu de temps, l'échange de feu entre soldats israéliens et soldats égyptiens. Et ni Israël ni l'Égypte n'ont voulu en fait en faire une situation, une affaire d'État, et du coup, le jour même, je crois, c'est passé sous censure, c'était fini, on n'en entendait plus parler, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé finalement ce jour-là. Et d'ailleurs, les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères égyptien auraient pu être, comme celle du ministre des Affaires étrangères qatari, être beaucoup plus offensives, agressives même, dans le cas qatari. Là, dans le cadre du ministre des Affaires étrangères, il a été plutôt ouvert. Un discours ouvert, ça permettait effectivement de laisser entre la proposition de Biden, qui semblait dissimuler une part importante des discussions de la proposition initiale d'Israël, eh bien finalement une porte ouverte pour qu'on puisse travailler peut-être à arriver au bout des négociations. Alors je reviens sur le point. Donc on exclut l'Égypte du scénario. Quelles sont les différentes options ? Eh oui, parce qu'on peut pas les évacuer. Alors plusieurs options. La première option, c'est bien sûr une espèce de coalition de pays arabes qui viendrait donc gérer la bande de Gaza. Quels sont les pays qui auraient intérêt à le faire ? Alors d'abord ceux qui ont dit peut-être, les Émirats arabes unis. Ils ont dit oui, mais avec tellement de restrictions que bon, on va dire peut-être. Ils se mettent un peu une épine dans le pied avec cette histoire. Oui et non, parce que c'est donnant-donnant, bien évidemment, avec le parrain américain. Pensez bien que le parrain américain, ici, joue un rôle, j'allais presque dire, de banquier. Et en même temps, c'est très important pour ces pays-là, d'accord de libre-échange. Donc c'est très important, effectivement, il a un ressort vraiment fondamental, les États-Unis ont un ressort vraiment fondamental sur ces pays-là, et c'est pour ça que ça, entre guillemets, parfois, ça marche. Comme disait Claude François, ça s'en va et ça revient. Donc, oui, Claude François n'est pas un intellectuel qu'on cite normalement dans la Hasbara, mais ce soir on fait une exception. Quand on regarde les dessous des cartes, c'est très intéressant parce que si tu regardes les 2 accords de paix que Israël a conclus avec l'Égypte, puis plus tard avec la Jordanie, en fait, on comprend que stratégiquement, ces pays ont fait ces accords pour valider un rapprochement avec les États-Unis. En 2 secondes, l'Égypte, c'était très intéressant, était soutenue par l'URSS pendant des années. Sadat avait fait le choix pour l'avenir de son pays de changer d'amis protecteurs et voulait passer par les États-Unis. Et ce changement passait par la paix avec Israël. C'est pas simplement un matin, il a décidé de se rapprocher d'Israël. Donc il faut toujours voir les Américains. Les intérêts face aux Américains. Exactement. Donc, et l'Arabie Saoudite, du coup. Alors, il y a effectivement dans cette histoire l'Arabie Saoudite, mais qui ne jouerait qu'un rôle indirect. Parce que si des fois, effectivement, cela s'arrange sur la gestion donc guerre à Gaza, alors l'idée qui est
dont certains disent qu'elle serait à la source du 7 octobre, et de cette guerre du Hamas, c'est l'accord de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, qui serait pas de même nature de toute façon, il l'a déjà dit, le prince héritier, ne serait pas de même nature que celui que nous avons par exemple avec le Maroc. Ça serait un accord qui serait beaucoup plus limité, mais un accord qui effectivement serait à définitivement mettre en perspective l'Arabie Saoudite et Israël comme des coopérants dans un cadre de coopération militaire, économique et stratégique. Donc bien sûr ça arrange les Américains, ça permet de couper l'axe dont on parlait tout à l'heure, l'axe du mal, Iran, Russie et Chine, bien entendu. En rappelant que l'Arabie Saoudite s'est un peu éloignée ces dernières années des États-Unis. Donc, ou plutôt, on va dire le contraire, les États-Unis se sont un peu éloignés de l'Arabie Saoudite ces dernières années, et donc l'Arabie Saoudite a choisi de montrer qu'elle pouvait aussi avoir sa propre autonomie et se rapprocher de l'ennemi des USA. Donc ça, c'est le scénario 1, un ensemble de pays arabes qui pourraient gérer plus ou moins longtemps la bande de Gaza. Il y a une question quand même sur cette coalition. Quid du Qatar ? Est-ce que le Qatar en ferait partie ? Parce que quand même, il aura été médiateur, il aura été intervenant, etc. Est-ce que le Qatar... Et là se pose un problème de nature. Il a été répondu par le Qatar lui-même. Il ne veut pas. Bon, enfin, c'est pas très étonnant. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu jugé parti de toute manière depuis le départ dans cette histoire. Encore une fois, on va revenir au pragmatisme. Pourquoi non ? Pas tout simplement parce qu'il a envie de se rapprocher des Américains et il a des choses à faire oublier. Et donc il veut se relégitimer en s'éloignant du sujet épineux gazaoui pour revenir à quelque chose qui serait beaucoup plus légitime aux yeux du monde arabe et qui ne mangerait pas de pain vis-à-vis des Américains, c'est de défendre l'idée d'un État palestinien. Donc, c'est un petit peu les propos du ministre des Affaires étrangères très diserte ces derniers temps au Qatar pour dire qu'effectivement, il y a ici un vrai sujet pour le Qatar, mais par contre, la gestion de Gaza, il a déjà dit non. Voilà. Donc, on n'aurait pas le Qatar, on aurait les Émirats Arabes Unis, on aurait peut-être une présence éloignée de l'Égypte quand même parce qu'il y a des intérêts frontaliers. Et il y aurait peut-être d'autres pays qui pourraient y participer. Et là, on pense à des pays qui sont arabo-musulmans et pas nécessairement arabes. Donc ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est bien sûr contrôle total d'Israël sur la bande de Gaza. C'est-à-dire revenir... Est-ce qu'Israël veut ça ? Alors, il y a bien sûr cette hypothèse qui est posée. D'abord, je rappelle que nombre de soldats, et puis en même temps une petite portion, c'est vrai, pas énorme, mais une portion quand même, qui est au gouvernement. Je pense bien sûr aux sionistes religieux, qui disent, écoutez, c'est le moment ou jamais, il faut reprendre pied à Gaza, et donc, et contrôler militairement Gaza. Je rappelle qu'il y a aussi une population palestinienne gazaoui qui habite là-bas et qui devrait revenir dans ses foyers. Ça ferait partie des négociations, sinon il n'y aura pas de négociation, et que on reviendrait à la situation hantée, c'est-à-dire avant le don d'Ariel Sharon de Gaza à l'autorité palestinienne, c'est-à-dire que des soldats mourraient tous les jours dans des affrontements, dans des actes terroristes, comme on le vit malheureusement chaque jour en Judée-Samarie. Donc dans la durée, on peut imaginer que ce soit pas un scénario. Autre scénario, l'autorité palestinienne, on imagine renouvelée pour gérer la bande de Gaza. Et là, il s'agit de répondre à la question, mais alors on va répondre à la place de Mahmoud Abbas, à moins que depuis il ait été converti au macronisme, puisque on sait qu'il y a eu un appel téléphonique entre Mahmoud Abbas et Emmanuel Macron. Mahmoud Abbas, c'est ce jeune homme de 89 ans qui dirige l'autorité palestinienne, qui avait été élu pour un mandat de 4 ans il y a 19 ans.
Oui, et qui a du mal avec finalement le partage du pouvoir, hein, puisque ça se limite à lui et sa famille et ceux qu'il a les moyens de payer. Et on dit que c'est malheureusement une autorité palestinienne corrompue. Malheureusement, les faits le prouvent, et que l'opposition n'y a pas la place. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le Hamas, à chaque élection qui se profilait, était vu dans tous les sondages, quel que soit le sondage, vu à prendre la direction du territoire. Donc Mahmoud Abbas, qu'on dit aussi qu'il est le négationniste, hein, puisqu'il a fait quand même une thèse à Moscou sur le fait que la Shoah n'a pas existé. Donc Mahmoud Abbas est vieillissant, et d'où la volonté, alors côté américain, c'est de revitaliser l'autorité palestinienne. Du côté français, le terme est un petit peu différent, c'est réformer l'autorité palestinienne. Si le projet aboutit, alors il deviendrait normal, puisque nous reviendrions aux accords de White Plantation et aux accords d'Oslo en général, globalement, c'est-à-dire donc la gestion de la bande de Gaza par l'autorité palestinienne. Et là, nous serions conformes donc aux résolutions qui avaient été prises à ce moment-là. Donc c'est une possibilité, sauf que la revitalisation ou la réforme du pouvoir de Mahmoud Abbas, qui ne cesse d'aller à droite et à gauche, qui alerte toutes les instances internationales pour accuser Israël à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, auprès de l'Afrique du Sud, qui se porte garant de la légitimité de le faire, c'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, il a pris du poids, et ça paraît inconcevable sans un coup d'État, c'est triste à dire, sans un coup d'État, aidé par un tel ou un tel, c'est peut-être ça qu'ils entendent par réforme ou revitalisation, que un Darlan, un Mohamed Darlan ou autre personnalité puisse effectivement revenir, comme Nabil Chat puisse revenir et prendre le pouvoir, même si Nabil Chat est lui aussi plutôt vieillissant. Donc voilà, ici posées sur la table les hypothèses. Mais, quid d'Israël si des fois c'est l'autorité palestinienne ? Alors là, pour le coup, l'état-major, à l'unanimité, ainsi que le conseil de guerre, le conseil de défense, est absolument opposé. Qu'il n'y ait pas un contrôle militaire israélien qui puisse s'exercer sur la bande de Gaza. C'est-à-dire un contrôle. Ça paraît indispensable après le 7 octobre pour éviter une nouvelle tragédie. Évident. C'est effectivement une réponse autant militaire qu'une réponse politique, bien sûr. Puisque, je rappelle quand même à tous ceux qui nous écoutent, malgré ce qui est dit dans les médias partout, je rappelle que nous sommes dans un contexte de Hasbara, d'expliquer que il n'y a pas que le politique qui gère ici en Israël. Il y a le militaire qui est sur le terrain, qui donne les informations, et donc le politique prend les décisions finales. Mais les deux fonctionnent ensemble. Alors vous allez me dire, oui, mais le 7 octobre, c'est une question dont on a effectivement abordé avec Jérôme quand on a reparlé de la commission à Granat. On verra après. Mais pour l'instant, effectivement, l'état-major est absolument contre qu'il n'y ait pas un contrôle militaire, même le plus fin, le plus subtil, mais il sera présent, et là c'est unanime entre le militaire et le politique. C'est rassurant. Oui et non, parce que si on se rappelle quand même les distances, et toi qui connais le pays par tes pieds, la distance qu'il y a entre la mer et la ligne verte, c'est pas grand-chose. À certains endroits, c'est une dizaine de kilomètres. Si on prend par exemple... Alors, la ligne verte, on va le rappeler parce que c'est vrai que c'est aussi des termes qu'on entend beaucoup, oui, et qui parlent pas à tout le monde. Ce qu'on appelle la ligne verte, c'est la frontière d'Israël avec les pays voisins à la fin de la guerre d'indépendance, c'est-à-dire au moment des accords d'armistice de 1949. Et souvent, quand on parle des frontières de 67, en fait, on parle des frontières d'avant
la guerre des 6 jours de 67, c'est-à-dire ces frontières, cette ligne verte qui date de la fin de la guerre d'indépendance. C'est important parce que, effectivement, de la ligne verte à la Méditerranée, donc des dizaines de kilomètres, pas grand-chose. Donc, imaginez que nous devions effectivement devoir faire face à une coalition, ça serait compliqué sur le plan de la stratégie militaire, même de son caractère ici conforme au droit international, que de pouvoir intervenir comme on veut. Donc, il est très important que les choses soient mises sur la table en amont pour qu'on puisse effectivement exercer ce contrôle avec la légitimité du droit international et la légitimité de nos partenaires. Pour conclure, donc, sur cette émission dédiée à l'histoire, au présent et aux différentes options sur le futur de la bande de Gaza, Avi, je te laisse la parole, un petit mot sur Tandem et la campagne de dons, le soutien que vous pouvez apporter à Tandem. Il faut donner beaucoup de votre écoute, de vos réseaux et surtout de donner à tandemtv.net, non, Tandem, je vais le dire, tandemtv.net / don, DONS. Je regarde la régie pour savoir si je l'ai bien dit. On me dit que je l'ai bien dit, alors n'oubliez pas tandemtv.net / don, DONS, donner pour de l'information, c'est pour Israël, c'est pour Tandem TV.